Aujourd'hui, j'enregistre une vidéo, et dehors, il fait méga chaud. On fait des intros comme on peut. Mais, le programme va être assez chargé sur les semaines à venir, parce que j'ai 3 jeux à te proposer de manière unique. Déjà, je t'avais parlé de la Big Box de Inis, donc actuellement, Inis, la Big Box, avec la nouvelle extension, est actuellement en financement participatif, donc n'ayez crainte, je vous parlerai du jeu avant la fin de la campagne pour savoir si ça vous branche ou non. Autre jeu qui va débarquer, c'est Shifters chez la boîte de jeu, donc ça c'est le proto, tu vois, regarde c'est blanc derrière. Ça, donc j'aurai la possibilité d'y jouer, voilà, j'y ai déjà joué, mais j'y rejouerai encore pour pouvoir vous dire exactement ce que j'en pense, et évidemment, enfin évidemment, c'est pas évidemment, mais dans la suite, je vais vous parler de ça chez Chapeau Édition Terreur, qui est actuellement en financement participatif sur Ulule. Si j'y pense, je vais glisser tous les liens là-dessous, comme ça vous évitera de chercher partout si jamais ça vous intéresse, voilà. Et donc un jeu sur la Révolution française, bien évidemment. Donc on avait déjà vu Bastille chez Chapeau Édition, maintenant on voit Terreur, et ça arrivera sur la chaîne, donc n'hésite pas si jamais t'as des questions. Et donc la question d'aujourd'hui, elle est en rapport finalement avec l'un des jeux que je vais te présenter. Est-ce qu'il y a une expérience ludique qui t'a marqué, mais qui clairement, de par la boîte, ne te donnait absolument pas envie? Eh bien, je pense que l'un des jeux de ce que je vais te présenter aujourd'hui va souffrir de ça, de cette boîte. C'est comme ça que je le vois. J'ai la sensation que cette boîte ne va pas le servir, alors que le jeu... J'y reviens après. Salut l'ami et bienvenue sur la chaîne Jeux en Carton. Aujourd'hui c'est lundi. Lundi ça veut dire on parle de 5 jeux. C'est comme ça. On avait essayé 4, c'était maudit ce truc là. On refait plus jamais. 3 ça va. Mais 4 non. Donc on fait 5. Aujourd'hui je te parle de 5 jeux, sélection assez éclectique. On a du pur solo, on a du familial, on a du truc, on a une boîte qui est pas très ouf, et on a un jeu qui tient... donc en gros tu déballes la boîte, et toute la boîte c'est le jeu. Voilà. Bah oui, mais on dise comme on peut. On dit merci aux copinos du Cofinos qui sont ici et là. La dernière fois, je t'ai dit que j'allais faire un concours. Je sais pas si je l'ai lancé. Au moment où je tourne cette vidéo, je l'ai toujours pas lancé. Mais je vais peut-être le lancer, parce que des fois, je me tâte. Je me dis, attends, dans les concours, tu peux pas refourguer toutes les merdes que t'as, tu vois. Bref, ça c'est clin d'œil aux gens qui critiquent. Mais bref, quoi qu'il en soit, on dit merci aux copinos du Cofinos, et on s'abonne, on like, et on commence maintenant. Donc je vais tout d'abord te commencer par parler d'un jeu exclusivement 2 joueurs, un jeu qui essaie de s'immiscer dans la dure bataille qui a lieu en ce moment même entre des zéniths, entre des toy battles, entre des leaders, entre des choses et d'autres. Aujourd'hui je vais te parler d'un jeu qui s'appelle Garden Rush. C'est chez Space Cowboys. C'est un jeu de Guy Mansell, voilà. J'ai pas l'illustrateur sur la boîte, donc, ah si, c'est marqué derrière, Paul Maffaillon. C'est un jeu, c'est ce fameux jeu qui se joue dans la boîte. Regarde, hop, je déballe ça. Et hop, le couvercle, c'est le plateau. Et ça, moi, j'aime bien. J'aime bien ce genre de truc-là, c'est des détails qui me plaisent. Alors forcément, j'imagine, parce que j'en sais rien, qu'en termes de coûts éditoriaux, c'est plus intéressant, même si pour le coup, ça nécessite des montées... Bon, bref. On va pas se faire chier avec ça. L'idée, c'est que donc t'as un jeu comme ça, t'as une grille, un potager, donc déjà le potager, on en a rien à secouer, on va pas se mentir, hein, c'est vraiment une thématique où tout le monde s'en branle, mais c'est pas grave, on a un potager, chacun d'un côté, et l'idée, c'est qu'on va faire courir des petites tuiles, là, hop, parce que t'as un sac avec plein de tuiles très qualitatives en bois à l'intérieur, ce genre de tuiles là, que tu vas faire courir, en fait, quand tu vas mettre en place, tu vas mettre des tuiles partout comme ça, et elles vont courir au fur et à mesure que tu vas les sélectionner. Quand tu vas sélectionner une tuile, en fonction de sa position, tu auras la possibilité soit de la laisser dans la ligne où elle se trouve, de mettre la tuile où tu veux, dans ce cas-là, très bien, tu la poses, hein, c'est le but du jeu, soit tu la mets ailleurs, mais dans ce cas-là, il va falloir que tu la retournes de sa face 2 légumes à sa face 1 légume. Et donc dans ce cas-là, eh bien, ça fera un légume. Ah oui, c'est plus 2 légumes, c'est un légume. Bah oui, mais tu l'as déplacé, et il n'a pas apprécié le légume. La carotte, elle s'est dit, oulala, lui je le connais, il va m'en fumer. Donc, une carotte, terminé. Donc l'idée, c'est quoi? C'est qu'il va falloir tenter de créer les schémas qui se trouvent en bas, ici. Tu vois, les schémas, là? Il y a plusieurs schémas en fonction du légume. L'idée, c'est que
au lieu de récolter un jeton, tu vas pouvoir récolter, alors c'est pas le bon terme, faut utiliser les bons termes, au lieu de placer un jeton qui se trouve ici, tu vas pouvoir récolter sur ton potager en fonction des formes qui se trouvent en bas pour pouvoir, eh bien, scorer. Voilà. Donc, ça, plus le fait que quand tu vas placer des petits jetons sur les outils qui se trouvent là, tu vas pouvoir comboter sur certains effets, notamment faire en sorte que tu vas en retourner des tuiles, donc passer notamment d'une carotte à 2 carottes, ça peut t'intéresser, tu vas pouvoir reprendre un autre jeton, etc. Si un gnome a au moins 40 points, donc là, tu vois la boîte, bah, le scoring est derrière, hop, et voilà, et puis on a dans la boîte. Le scoring il est là. Donc en gros tu vas scorer en fonction des légumes que tu vas collecter. Et donc bah, du coup celui qui arrive à 40 points arrête la partie, on termine la manche, terminé, bonsoir. Et hop, emballer ses pesées, reprendre ses volets. Avec ça tu as des petits jetons taupes. Donc ça au départ on te les met pas, on te dit pour la première partie t'en as pas besoin. Bon clairement si t'es habitué au jeu tu te démerdes, ce sera dans une enveloppe comme ça. Et voilà. Donc c'est un jeu qui est très accessible, un jeu moi j'y joue avec ma fille, ça marche bien. C'est un jeu qui joue sur un peu ce système du Tetris, voilà, où on va se déplacer, hop, on va le faire descendre notre petit légume. Ça marche bien, moi j'aime bien, je trouve que c'est qualitatif en termes éditorial. Voilà, c'est très propre. Ça fait son job, c'est un jeu qui est très simple, évidemment c'est du 2 joueurs exclusif familial, donc il faut vraiment que vous ayez ça en tête pour que vous puissiez voilà, apprécier pleinement ce qu'est Garden Rush. Mais quoi qu'il en soit, dans cette petite bataille des jeux de joueurs qui existent cette année, je trouve qu'il se démarque par un gameplay qui est assez original, qui est assez différent, et en sachant qu'il y a un petit esprit combinatoire qui est très intéressant autour de ce jeu. Donc bah voilà pour ce qui est de Garden Rush, qui est un jeu qui est approuvé sur la chaîne Jeux en Carton. La coiffure, ça va pas du tout. Waouh. Ouais, mais je t'ai dit que j'avais chaud aujourd'hui. Je me suis pas recoiffé, voilà. Mais en même temps, certains d'entre vous, vous faites que de me dire que vous écoutez mes vidéos. Peut-être que je devrais partir. Peut-être que je devrais faire le prochain jeu, pas devant le micro. Alors, le prochain jeu est un jeu qui est une exclusivité solo. Une exclusivité solo donc qui nous est proposée par Matago. Le but c'est quoi? Pêcher du poisson. Et donc, j'ai dit piocher parce que finalement on va piocher, mais je vais te parler de Conservas, qui est donc un jeu, c'est chez Scott Almes, je sais pas, Giorgetta Banera Redondo aux illustrations. L'idée c'est que vous allez donc diriger finalement une société de pêche, voilà, grosso merdo, avec tout ce que ça implique, donc notamment à la pêche, le commerce, mais aussi le respect des quotas. L'idée, c'est que là-dedans, vous allez sélectionner un bateau pris au hasard parmi deux, vous allez sélectionner un de ces deux bateaux, le mettre devant vous, et ce sera votre premier bateau de pêche. Il y aura des conditions d'entretien, des coûts notamment, et aussi une notion de capacité de stockage, de pêche, qui sera attribuée à ce bateau. Vous allez avoir donc un sac. Dans ce sac, vous allez avoir un certain nombre de jetons. Ça dépendra du mois que vous êtes en train de jouer. Le mois que vous jouez, c'est finalement le scénario. Voilà, janvier, février, mars, septembre, août, tout ce que tu veux. Plus tu vas avancer, plus ça va être compliqué. L'idée, c'est que le mois en cours va te dire comment tu vas builder ton sac, qu'est-ce que tu vas mettre au départ dans ton sac comme espèce animale, voilà, de pêche. Voilà, si tu cherches un éléphant, c'est un mauvais jeu. Donc tu vas glisser un certain nombre de jetons de chaque couleur dans le sac, ce qui permettra de faire la mise en place de départ, et tu auras un certain nombre d'argent. Le truc, c'est qu'à chaque manche, à chaque tour, tu vas devoir piocher 5 jetons, et bien 5 et pas moins et pas plus, 5 jetons pour chaque carte que tu as devant toi. Donc chaque bateau, mais aussi pour la carte eau libre que tu as devant toi. Je t'explique à quoi ça sert. Et donc tu pioches 5 jetons, donc tu vas avoir notamment sur le premier scénario, je crois que ce sont des palourdes et des sardines, et ensuite tu auras des jetons haute mer, des jetons eau. Voilà, c'est pas haute mer, des jetons eau. Et en gros ces jetons eau, ils servent à rien. L'idée, c'est que si tu as un bateau qui a une capacité de 3, bah t'as piogé 5 jetons, et bien tu vas être obligé d'en mettre 3 sur le bateau et les 2 autres en mer. Donc tu vas pouvoir garder des espèces voilà, à pêcher, comme tu peux avoir des jetons eau. Et ensuite, donc les 5 jetons que tu vas piocher pour le haute mer, bah ça tu mets les 5 dessus, et en gros c'est les 5 qui sont à l'eau. Pourquoi? Parce que déjà, ce que tu vas pêcher, ce qui va être sur les bateaux, donc tu vas pouvoir les utiliser pour commercer, donc tu es conservas, tu vas en faire des conserves, donc tu retournes le jeton, tu as une petite ouverture de canette de coca, là tu vois, de conserve du coup, tu vas mettre ça sur le tableau du mois en cours qui te dit, bah voilà, si tu me vends sur cet emplacement-là une sardine, bah je te donne 3 dineros, je sais rien, si tu te mets à côté avec une palourde, bah je te donne 4, bref on s'en fout.
Tu vas pouvoir utiliser cet argent pour acheter, embaucher de nouveaux bateaux, donc dans ton crew, là, c'est pas, tu remplaces pas un bateau, tu as plusieurs bateaux de pêche, et tu vas pouvoir utiliser ces jetons aussi, des jetons de poissons et de palourdes, pour pouvoir acquérir des améliorations pour ta flotte, et donc tu vas avoir des améliorations qui te permettront, bah, je sais pas, de faire des effets immédiats, des effets sur le long terme, gagner plus d'argent sur certaines ventes, et notamment améliorer le frais, ce qu'on appelle le frais, c'est-à-dire la capacité qu'ont les poissons à se reproduire en fonction de ce que tu as laissé en mer, parce qu'à la fin de la manche, en fonction de tous les poissons qui sont en mer, donc je te rappelle, hein, les jetons eau ils servent à rien, tu vas pouvoir donc générer autant de jetons identiques, moins 1. C'est-à-dire que si tu as 3 sardines en mer, et ben tu vas générer 2 sardines à remettre dans le sac, et tu prends les 3 sardines qui sont en mer et tu les remets dans le sac. Et ainsi, tu vas repeupler finalement, tu vas garder une certaine cohérence vis-à-vis des quotas de pêche et vis-à-vis du fait qu'il faut qu'il y ait suffisamment d'espèces pour pouvoir l'emporter. D'ailleurs, c'est un des objectifs de la fin de la partie. Donc voilà, tu vas alterner comme ça, suivant un certain nombre de manches en fonction du mois en cours, et à la fin de la partie, tu vas devoir t'assurer que tu as suffisamment d'argent, et que dans le sac, tu vas vider tout le sac, et suffisamment d'individualité, d'individus de chaque espèce voilà, qui sont indiqués. Par exemple, je vais te donner un exemple qui est très simple, donc tu joues sur un système de caille à spirale qui est très chouette, pour Conservas, donc devant, tu vois, le premier mois, on te dit, bah il te faut que tu finisses en mode normal, avec 40 pièces, 4 sardines et 4 palourdes. Donc là, tu vas sortir le sac et tu vas compter ce qui te reste. Voilà, donc il va falloir faire attention à la surpêche, parce que c'est bien gagner de l'argent, mais il faut aussi avoir la possibilité de laisser vivre tous ces petits animaux. Plus tu vas progresser, plus tu vas avoir de nouvelles choses. Par exemple, on va te demander un certain nombre d'améliorations pour ta flotte de bateaux. Ici, un certain nombre de bateaux. Ensuite, ici, c'est surtout exclusivement de l'argent. Donc là, on s'en fout des poissons, on est là pour pêcher comme des cons. Et voilà, et puis après, tu as de différentes choses, des nouvelles espèces, etc. etc. Donc, première chose qui frappe dans Conservas, c'est que c'est magnifique. Le jeu est superbe, c'est très beau, c'est superbement édité, les jetons font café, ils font le café, bref, t'as compris. Les illustrations sur les cartes des améliorations et des bateaux sont absolument superbes, le cahier, tout est beau. Mais tout est beau, c'est dingue, le jeu est superbe. La mécanique de jeu, elle est très chouette, elle est vraiment chouette la mécanique, parce que c'est vraiment, ça épouse vraiment le thème, c'est vraiment l'idée, je vais pêcher des trucs, mais si je pêche trop, il y a plus de trucs, donc on peut plus pêcher. Si je peux plus pêcher, on peut plus faire d'argent, et si je peux plus faire d'argent, je mets la clé sous la porte. Mais en même temps, il faut faire en sorte qu'on puisse pêcher pour gagner un peu d'argent, et donc équilibrer ce système-là de telle manière à pouvoir atteindre nos objectifs, donc avoir suffisamment de chaque espèce qui sont indiqués donc dans le mois en cours dans le sac, tout en ayant gagné suffisamment d'argent. Donc ça, sur le papier, c'est cool. Et là, tu te dis, pourquoi? Bah oui, pourquoi? Bah laisse-moi t'expliquer pourquoi. Tu fais la première partie. Donc, je te le redis, je range, je sors. Oui, mais je suis chez moi. Je range, je sors. Je prends le mois de janvier. Mois de janvier, donc tu dis, c'est le premier mois. Easy peasy, tu vois, ça va passer tout seul. C'est pour introduire le truc. Bon, pas de souci. Dès la première partie, j'explose le mode difficile. C'est-à-dire que là, on me demande 60 pièces. Alors, au terme de pièces, je devais être à 70. Par contre, en termes de 6 poissons, 6 palourdes, j'avais toute la réserve. Tous les jetons qui existent dans le jeu étaient dans le sac. Voilà, je me suis débrouillé. Bon, je me suis dit, c'est bon, c'est pas grave. On m'explique le jeu, c'est normal. Mois de février, on me dit avoir 4 améliorations sur le mode normal ou 5 améliorations sur le mode difficile. J'en avais 12. Et j'ai pas forcé, c'est pas je suis trop fort, c'est pas ça l'idée, hein, c'est pas du tout ce que je veux vous dire. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est beaucoup trop simple. Une fois que vous avez compris comment ça fonctionnait, il y a des moments où vous ne pêchez même plus. C'est-à-dire que vous laissez le poisson en mer. Vous avez réussi à gagner de l'argent sur la moitié de la partie, le reste du temps, vous laissez en mer et vous générez des nouveaux poissons qui se reproduisent. Bam, 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 bam. Il est où le fun? Donc, ça c'est un problème qui avait été plusieurs fois rapporté, notamment sur BGG, je l'ai même vu sur Reddit, sur le fait que Conservas c'était beaucoup trop simple. Donc, chacun y allait de sa petite règle fan-made. Et là, arrive dans la boîte ce petit livret qui n'existait pas. D'ailleurs, j'en ai discuté avec l'ami Zogma, que j'embrasse. Je suis médecin et je vous emmerde. Parce que lui, joueur solo, si vous connaissez pas, bien évidemment, je vous invite fortement à aller consulter ses vidéos exclusives solo qui sont vraiment très chouettes. Et donc, je lui ai écrit pour lui dire, écoute, t'as joué à Conservas, toi? Et donc il m'avait fait ce retour-là pour me dire que c'était trop simple, et qu'il y avait des règles fan-made, etc., qu'il faudrait qu'il essaye. Et donc arrive ce feuillet-là qui n'existait pas avant, parce que d'ailleurs je crois que c'était un financement participatif à l'origine. Et donc ça,
tu as dedans, on te rajoute finalement des choses, des difficultés supplémentaires, des règles du type le premier bateau que tu récupères, tu dois le payer immédiatement alors que d'habitude tu dois pas le payer, que si tu as sur ton bateau des jetons hauts, bah ça te coûte une pièce, bref, ça suffit pas. J'y ai joué et j'ai joué en normal, j'ai joué avec ce mode supposé difficile et ça c'est trop facile. Je gagne toutes les parties. Il y a pas de doute là-dessus, je gagne toutes les parties. Donc, en ce sens, c'est bien la première fois, je pense que ça arrive sur la chaîne, que je me retrouve face à un jeu qui est beau, avec une mécanique qui est intelligente vis-à-vis de sa thématique, mais qui est recalé parce qu'il est beaucoup trop facile. Voilà. On a parlé poisson, on a parlé jardin, et maintenant, on va parler... j'essaie de me tâter, là. Je me tâte. Qu'est-ce qui se tâte, le gars? Eh ben, allez, on va passer là-dessus. On va passer là. On va passer... Bon, on reste dans les jardins. Les jardins suspendus chez Gigamic. C'est un jeu, donc là c'est Grégory Grard et Mathieu Verdier. C'est illustré par Miguel Coimbra. C'est un jeu, donc l'idée c'est que vous allez créer vos jardins suspendus. Donc, vous allez avoir des cartes à collecter pour créer une sorte de grille avec un premier étage à 5 cartes, un deuxième à 4, un troisième à 3. Le truc, c'est que donc toutes ces cartes sont dans des 3 rivières différentes, voilà, de bas en haut. En bas, elle est gratuite, en haut, ça coûte un outil, la deuxième, 2 outils, la troisième, 3 outils. Système assez classique. L'idée, c'est qu'en bas, vous avez des réceptacles pour les petits ouvriers que vous possédez. Donc vous allez pouvoir prendre un ouvrier pendant votre tour, le mettre en dessous de la colonne qui vous intéresse, et sélectionner la carte de votre choix. L'idée, c'est que les cartes ont des conditions de scoring qui sont différentes. Les arbres, notamment, vont scorer en fonction du nombre d'arbres du même type que vous avez de manière adjacente. Voilà, donc ça va être en fonction des arbres, il y en a un, voilà, j'en ai un devant, c'est le dattier, un seul arbre c'est 3, puis 7, puis 12, puis 18. Ça c'est assez classique comme fonctionnement. Les animaux, eux, vont scorer en fonction de l'étage où ils se trouvent. Il y a des animaux qui vont être au premier étage, d'autres qui vont être au second, donc le lion va être au premier étage, le singe au second, et au deuxième, et au troisième étage, ce seront les pans. Donc si vous réussissez à mettre les bons animaux au bon endroit, bah, vous scorerez plus. Vous pouvez les mettre ailleurs, mais vous scorez un peu moins. Voilà. Vous avez aussi la possibilité de scorer grâce à des fleurs. C'est-à-dire que vous avez des fleurs qui sont imprimées sur les tuiles. Si vous réussissez de manière consécutive à créer des groupes de fleurs, eh bien votre groupe le plus fort sera celui qui vous permettra de scorer à la fin de la partie. À côté de ça, vous avez au début de la partie une carte irrigation qui vous donne, donc qui vous montre la structure de 5, 4, 3, voilà, que vous allez construire, mais avec les endroits où vous devez mettre des tuiles, des cartes irrigation, une carte irriguée, c'est-à-dire que vous avez un petit téton qui ressort comme ça avec de l'eau qui tombe, et bien ça correspond à une carte irrigation qui va donc, si vous réussissez pareil à compléter cette carte correctement, et bien en fonction du nombre de cartes irrigation qui se trouvent au bon endroit, et bien vous allez scorer de plus en plus, voilà. Et à côté de ça, vous avez des cartes, des cartes qui sont vides, et vous allez pour ça pouvoir acheter finalement des embellissements que vous allez mettre dans ces cartes vides, donc c'est des trucs amovibles que vous allez mettre, certains vont rapporter de l'irrigation, certains sont des animaux, certains sont des fleurs, ce genre de choses là. Voilà. L'idée c'est que vous avez des cartes qui vous permettent de collecter des outils, ces outils qui vous permettront d'acheter des cartes un petit peu où vous voulez sur chaque frise, mais aussi des cartes qui vous permettront d'acheter, donc de récupérer de l'argent, qui vous permettront donc de acheter des embellissements pour vos cases vides. Voilà comment ça se passe, et on termine ça quand on a rempli donc toute notre jardin suspendu. Voilà. Il n'y a rien d'original dans un jardin suspendu. Voilà, on va passer ça tout de suite, il n'y a rien d'original. Il y a un truc, je vais commencer par le truc que je regrette. Vraiment. C'est que Jardin suspendu n'est pas beau. C'est pas un jeu qui est très beau. Et, alors c'est pas dramatique, parce que là on est sur un jeu, je crois que c'est une 30aine d'euros. Mais je me dis, tu vois, dans ces jeux, alors c'est très propre à moi-même, attention, peut-être que vous n'avez pas du tout cette sensibilité-là et vous avez le droit d'être comme vous voulez. L'idée, c'est que j'aurais aimé, lorsque j'ai construit les jardins suspendus, lorsque j'ai terminé, voir une certaine de cohérence dans la direction artistique, de voir quelque chose, me dire, ok, moi j'ai construit ça, tu vois. C'est-à-dire que par exemple, avoir une tuile d'irrigation, j'aurais bien aimé voir de l'eau couler, tu vois. J'aurais aimé voir des animaux qui sont beaux, parce que les personnages et les animaux sont vraiment pas beaux dans Jardin suspendu, et c'est bien dommage. Mais j'aurais aimé donc pouvoir regarder ces jardins et me dire j'ai accompli quelque chose. Ça sert à rien, on est d'accord, mais c'est de l'immersion. Et ça, je trouve ça intéressant finalement dans ce type de jeu-là qui est assez simple, qui est assez facile à sortir, qui est assez facile à mettre en place, à expliquer, vous pouvez empiler les parties dessus. J'aime bien à la fin me dire ah tu vois, bah il a de la gueule mon truc, c'est instagrammable. On s'en fout. Mais bref, tu vois ce que je veux dire. Sinon, mis à part ça, le jeu est même s'il n'est pas très original, très clairement, il fonctionne superbement bien, puisque vous avez un jeu qui utilise tout ce que l'on connaît
et qui se fait bien finalement dans ce type de placement de cartes. Donc on va devoir placer des étages, donc forcément, je l'ai pas dit, mais il y a des contraintes pour placer les cartes, vous pouvez pas faire n'importe où. Si vous voulez mettre sur l'étage du dessus, il faut qu'il y en ait 2 en dessous, voilà. Vous allez devoir faire en sorte d'essayer de placer les cartes de telle manière à comboter sur les arbres, ou de mettre aux bons endroits les animaux. Vous avez des personnages aussi, je l'ai pas dit, mais les personnages ont des conditions de scoring spécifiques. Il y a des personnages qui vous permettent de scorer en fonction du nombre de cartes irrigation que vous avez dans votre truc, d'autres qui permettront de scorer en fonction du nombre d'animaux, enfin ce genre de choses-là. Et vous avez donc les cartes irrigation que vous réussissez à placer aux bons endroits pour pouvoir scorer un maximum. Donc tout ça, ça marche bien, évidemment. Il y a aussi, je l'ai pas dit, des objectifs à accomplir. Ça rapporte pas énormément de points, mais ça permet de gagner aussi de l'or et des outils. Voilà. Donc, Les Jardins Suspendus, c'est un jeu qui est approuvé sur la chaîne Jeux en Carton. Encore une fois, c'est pas un jeu qui révolutionnera votre ludothèque. Néanmoins, vous avez ici un jeu qui est un peu entrée d'accès, finalement, c'est une porte d'accès aux mécaniques que l'on connaît tous, de placement de cartes dans un plan, avec des connexions à réaliser, et des petits combos, et ça, pour ça, vous allez pouvoir le sortir avec des personnes qui sont un peu moins joueuses que d'autres, et en ce sens, bah, le jeu il fait le taf. Ok, je te disais en début de vidéo, je te parlais d'un jeu qui, je trouve, n'a pas une boîte qui, commercialement parlant, va beaucoup l'aider. C'est un avis que je te donne qui est un avis, c'est même une opinion. Tu vois, c'est basé sur rien d'autre que moi j'ai vu la boîte et j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui fera vendre. Mais je vais te parler de ça. Stupor Mundi. C'est de Nestor Mangone. Mangone Nestore Mangone. Moi j'ai envie de le dire comme ça, mais ça se trouve c'est pas ça du tout. Bref, c'est notamment l'un des co-auteurs de Darwin's Journey avec Simone Luciani, ou de Masters of the Renaissance, ce genre de choses. Donc l'idée c'est que vous allez incarner un vassal de Frédéric II, le Stupor Mundi, qui veut dire la merveille du monde. Bah le gars il se met bien. Bah ouais, le gars il se met bien. Le jeu s'appelle Merveille du monde quand même. Tu noteras qu'il y a quand même de la prétention derrière. Chez Pixie apparemment on s'aime bien. C'est le nom qui était attribué à Frédéric II, qui était un dirigeant qui était fort apprécié, notamment pour ses méthodes novatrices et modernes. Bref, je rentre pas dans ce détail-là, parce que je suis pas historien pour un sou, très clairement, mais quoi qu'il en soit, c'est quand même assez sympa d'avoir quelques contextes. L'idée, c'est que vous allez jouer, donc c'est un jeu que je qualifierais tout de même d'expert, dans lequel vous allez donc devoir, à chaque tour, déplacer un bateau sur un plateau circulaire, et réaliser une action, avec des cartes que vous possédez en main. L'idée, c'est que le but du jeu sera d'avoir le plus de points à la fin de la partie, bien évidemment. Mais qu'est-ce que vous allez faire comme action? Vous allez avoir plusieurs actions que vous allez réaliser. Soit les actions qui sont imprimées sur vos cartes, donc en sachant qu'en fonction de quelle famille vous appartenez, eh bien vous allez avoir une légère asymétrie sur certaines cartes. Ou alors, si vous mettez la carte côté verso, donc vous allez avoir 2 lances qui vont se croiser, eh bien ça va pointer vers des actions de votre plateau, et vous allez sélectionner une des 2 actions à accomplir avec cette carte. Donc parmi les actions que vous allez pouvoir faire, vous allez pouvoir acheter de nouvelles cartes qui se trouvent notamment là où est placé votre bateau, vous allez pouvoir commercer des ressources, toujours pareil, où se trouve votre bateau, il y aura une échelle de commerce, et bien vous allez pouvoir échanger, il y a 2 ressources, il y a 3 ressources exactement, il y a des céréales, il y a de la pierre, et il y a des augustes, donc qui est l'argent. Vous avez la possibilité d'embaucher des leaders, pas des leaders mais des alliés. Ces alliés, ce sont des personnages qui ont une forme d'allégeance, soit ce sont des loyalistes, soit ce sont des dissidents au roi Frédéric II, donc ça j'y reviens après, mais c'est en gros des objectifs de fin de partie, voilà, qui vont permettre de scorer. Vous avez aussi l'action de faire déplacer certains de vos émissaires, je sais plus comment ils s'appellent, c'est des sachants quoi, je sais pas, bref, peu importe. Ils vont se déplacer suivant, voilà, il y a 3 lignes comme ça, on voit ça partout dans les technologies, genre dans Tolkien par exemple, ce genre de choses là, on va le déplacer, et le fait de le déplacer va permettre, en allant sur une case, de gagner un bonus d'amélioration de certaines actions qui est permanent tant que ton personnage se trouve là. Et tu as une dernière action qui est le fait de construire ton château, parce que oui, tu veux construire ton château, tu veux le planter devant celui de Frédéric, c'est comme ça que ça se passe. Et donc comment ça se passe quand tu veux construire un château? Et bien c'est très simple, une partie de ton château, tu as des murailles, tu as des tours et tu as des donjons, et en fonction de l'emplacement où tu dois le placer sur ton petit socle là, et bien tu auras un coût qui sera indiqué en pierre, en céréales, et ou en pied et ou en céréales. Au bout d'un moment, tu vas débloquer ce qu'on appellera des décrets. Ce sont des petites tuiles qui sont sur le côté, donc dessus il y aura des icônes de ressources, d'actions, mais en dessous il y aura une récompense pour toi. Donc soit tu obtiendras une ressource, soit tu obtiendras de l'argent, soit tu obtiendras de l'argent et des points de victoire. Mais là où déjà une première originalité entre en jeu dans Stupor Mundi, c'est que lorsque cette petite tuile, tu vas la prendre et que tu vas devoir la résoudre, ce qui a marqué dessus, c'est pas pour toi. S'il y a de l'argent dessiné dessus, des pierres, des remparts, c'est pas pour toi. C'est pour Frédéric II. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que tu vas avoir la possibilité soit d'ajouter cette ressource, soit de la retirer à Frédéric II.
L'idée, c'est que si par exemple il y a 2 symboles de céréales, tu regardes, il y a une jauge de ressources pour Frédéric, tu vas regarder, tu vas dire, bah, soit je lui ajoute, soit je lui retire. Si tu peux pas le retirer, t'es obligé de l'ajouter, si tu peux pas l'ajouter parce qu'il est au max, t'es obligé de lui retirer. Mais bon, en gros, tu vas dire, bah ça je l'ajoute, ok, donc je fais monter de 2 les céréales, très bien. Une tour de dessiner sur cette petite tuile, qu'est-ce que j'en fais? Eh bah, soit je lui ajoute une tour à son château, soit je lui retire. Et là, tu vas te poser la question, mais à quoi ça sert? Je t'ai parlé des alliés juste avant, les alliés que tu vas pouvoir embaucher et mettre sur ton plateau. Ces alliés, il y en a de 2 factions, donc de 2... c'est pas vraiment des factions, bref, t'as les loyalistes et, en gros, des alliés indépendants. L'idée, c'est que, en fonction du type d'alliés que vous allez avoir, soit, si vous avez des loyalistes, ils vont vous faire scorer si vous mettez Frédéric II bien, soit, si vous avez les autres, ils vont vous faire scorer si vous mettez bien vis-à-vis de Frédéric II. Et ça, c'est intéressant. Par exemple, tu vas avoir certains alliés qui vont te dire « Bah moi, je score au maximum si Frédéric II a au moins 3 tours dans son château. » Bah donc dans ce cas-là, tu vas essayer de l'emmener à construire 3 tours. Ouais, mais si ton adversaire à côté, lui, il a un personnage qui lui dit « Bah oui, mais toi, tu vas scorer 3 points si tu as plus de tours que Frédéric II. » Ah! Donc là, on va commencer à se tirer la bourre et ça va devenir intéressant. C'est un exemple que je te donne, il y en a plusieurs. Il y a des exemples sur tout ce que l'inventaire en pierre que possède Frédéric II, sur les céréales, sur tout un tas de choses. Et ça, c'est très intéressant parce que ça donne quelque chose d'extrêmement original, je trouve, à Stupor Mundi. Cet élément en particulier, cet élément-là, apporte quelque chose de vraiment novateur, de vraiment intéressant, je trouve, en tout cas, dans Stupor Mundi. Et donc on va continuer comme ça, jouer des actions, donc encore une fois, on déplace notre bateau, donc j'ai pas expliqué, mais le déplacement du bateau, tu fais autant de cases que tu veux, la première elle est gratuite, les autres ça coûte un Auguste. C'est assez classique ce type de fonctionnement-là. Et donc, tu joues une carte, hop, joueur suivant, il se déplace, il joue une carte, joueur suivant, tac, tac, tac. Quand tout le monde a passé parce qu'il n'y a plus de place, eh bien qu'est-ce qu'on fait? On refait sa main, on peut jeter des cartes, etc. Et c'est reparti, et on continue comme ça jusqu'à ce que soit un joueur ait construit la totalité de son château, donc il n'y a plus de pièces, soit on a épuisé la totalité des tuiles des craies, soit une dernière chose que j'ai mangé. C'est pas très important. Bref, voilà pour Stupor Mundi. C'est un jeu qui est excellent. Mais il n'y a pas de mais. Stupor Mundi, c'est excellent. J'ai trouvé ça excellent. Vraiment, je trouve ça excellent parce que c'est efficace. Tu as des règles qui sont finalement... C'est un jeu expert, mais avec des règles fines. Finalement, comme ce que fait, je trouve, un Simone Luciani. Tu as une mécanique simple de déplacement et de réalisation d'actions, couplée au fait que tu as plusieurs manières, finalement, d'engranger des points. Il n'y a pas... J'ai pas constaté, en tout cas, j'ai pas eu la sensation qu'il y avait un chemin tout droit tiré vers la victoire. Donc tu vas pouvoir peut-être construire ton château, ce qui permettra aussi, je l'ai pas dit, mais de rapporter des ressources au début de chaque manche. Tu vas peut-être aussi compter vraiment sur les alliés et influer sur les constructions de Frédéric et sur ses ressources. Tu vas pouvoir déplacer tes petits émissaires là pour pouvoir récolter un maximum de choses en fonction des actions que tu vas réaliser, parce que ça c'est une autre originalité. C'est que contrairement aux différentes pistes de technologie que l'on connaît dans les Tzolk'in, que l'on connaît dans des Teotihuacan et ce genre de choses-là, ici, la position vraiment de ton personnage, donc tu peux en avoir 3, va ajouter un bonus à certaines actions. Mais par contre, si tu quittes une case, tu n'as plus ce bonus. Donc par exemple, tu peux arriver sur un endroit où tu peux avoir une main de carte plus grande. Même si tu la quittes, ta main de carte, elle est réduite. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que vraiment, il y a des moments où ton personnage, tu vas pas vouloir le faire évoluer parce que tu te mets bien avec l'action que tu es en train d'améliorer, mais peut-être qu'ultérieurement dans le jeu, ton gameplay va changer en fonction de comment tu es, et donc dans ce cas-là, il faudra faire évoluer ces différents personnages en sachant que s'il arrive au bout d'une des pistes, eh bien il y a des tuiles qui se trouvent empilées là. Dans ce cas-là, tu vas pouvoir en sélectionner une, et c'est une action qui est très forte, qui est souvent gratuite, que tu vas pouvoir réaliser. Voilà, donc Stupor Mundi, c'est un jeu qui présente des règles qui sont assez simples, qui a un potentiel combinatoire qui est assez fort, qui présente un système de jeu qui est très original, avec une sorte de module complémentaire sur lequel tout le monde va influer pour se mettre bien en fonction de ses alliés, donc qui est le château de Frédéric et ses ressources, et avec aussi ses améliorations d'action qui sont plutôt bien fichues. Je l'ai pas dit aussi, mais toutes les cartes que vous allez acheter, finalement, c'est encore plus d'aspects combinatoires, parce que lorsque vous achetez une carte, vous allez réaliser l'action immédiatement, vous la mettez dans votre main et vous allez pouvoir la rejouer. Et cette carte, elle reste dans votre deck, donc vous allez pouvoir la récupérer ultérieurement. Ce deck, vous avez certaines cartes que vous allez pouvoir virer pour en acheter de nouvelles. Donc vous avez une notion légère de deck building aussi, attention légère. Mais voilà, Stupor Mundi, c'est un jeu qui est adoré sur la chaîne Jeux en Carton, je trouve ça vraiment très bon, et je vous invite fortement à vous y intéresser, parce que, je vous le dis encore, je trouve que la boîte, elle est jolie, attention, c'est pas la question, hein, mais c'est pas forcément le truc que tu vas te dire, là ça fait jeu historique en fait, tu vois, et jeu historique, c'est de la niche de la niche. Donc,
bah intéressez-vous à ça, parce que clairement, je pense qu'il y a moyen que ça vous plaise. Allez hop, je termine, j'ai un peu chaud, avec un jeu que j'avais déjà testé au Fige, et j'avais trouvé chouette le jeu, j'avais trouvé intéressant, parce que c'était un jeu de construction de tableau de cartes avec de l'interaction, et c'est quelque chose qui m'avait surpris, voilà. Donc je vais te parler d'un jeu qui s'appelle Tir na Nog. Donc Tir na Nog, c'est l'autre monde dans la mythologie celte, voilà, c'est en grosso merdo, c'est ça. Tir na Nog, c'est un jeu dans lequel vous allez devoir construire donc un tableau de cartes, vous allez construire un maximum un tableau de 3 par 5, donc en gros c'est 3 lignes de 5 cartes. Le truc c'est qu'au début de la partie, un joueur va piocher au hasard, ou tous les joueurs ont déterminé quelle carte de contrainte vous allez devoir utiliser pour le scoring. Vous allez avoir 3 cartes, donc une pour chaque ligne, et dessus seront notées les contraintes pour pouvoir scorer, tout simplement. Du type, la somme la plus faible entre vos chiffres pairs et vos chiffres impairs. L'idée, c'est que donc, tu vas, à ton tour, tu vas avoir une grille de cartes devant toi, en fonction du nombre de joueurs, et tu as 3 instruments. Ce sont des jetons en bois, et tu vas devoir, à ton tour, donc tes premiers joueurs, placer un de ces instruments entre 2 cartes dans cette grille. Le joueur d'après fait pareil, etc., jusqu'à ce que tout le monde ait placé ces trois jetons. Dans le sens inverse, les joueurs vont retirer un de leurs jetons et sélectionner une des 2 cartes sur lesquelles il était placé. Donc il prend la carte, il la met dans la main, donc il a déjà une main de cartes qui existe, et il va pouvoir choisir une des cartes de sa main pour la jouer sur sa grille. Donc c'est même pas il va pouvoir, c'est qu'il va devoir, c'est obligatoire de le faire. Le joueur d'après fait pareil, etc., jusqu'à ce que tout le monde ait récupéré tous ses jetons. Si jamais un des jetons se retrouve dans le vide, parce que les 2 cartes qui étaient en dessous, elles ont été récupérées par des adversaires, eh bien le jeton reste là jusqu'à la fin de la sélection, et donc ceux qui ont des jetons dans le vide comme ça, vont pouvoir prendre des cartes parmi celles qui restent sur la grille. Donc c'est pas ouf, parce que tu peux pas trop stratégiser comme ça. Mais voilà, et donc tu vas mettre en place des cartes. Parmi les cartes que tu vas mettre en place, les cartes sont très simples, avec des chiffres, donc les chiffres ils vont jusqu'à 8. Tu as des cartes qui auront des effets. Des effets qui te diront, toutes les cartes qui sont adjacentes, elles sont de la couleur verte par exemple. Pour chaque carte pour chaque carte de valeur 6 et au-dessus, il faut rajouter 1 à ma valeur. Oui, tu as une carte qui a une valeur 8 par exemple, pour chaque carte de 6 et au-dessus, tu vas rajouter 1, donc tu as un petit jeton. Au départ, si tu n'as qu'une seule en plus, tu mets un jeton 9, puis 10, puis 11, etc., etc. Et on va continuer comme ça, le jeu, voilà, à la fin de la manche, on va jeter une carte, hop, on aura une carte de moins dans notre main, on recommence, hop, bim, on rejette une carte de moins, etc. Et lorsqu'on n'a plus de carte en main, eh bien, ça s'arrête. C'est comme ça que ça fonctionne sur Tir na Nog. Et donc Tir na Nog, c'est un jeu de construction, donc de tableau de cartes de scoring, avec de l'interaction, puisque oui, on va se shipper les cartes grâce à ce système donc de saga, là, non c'est pas le système de saga, c'est le système de voyage, c'est comme ça qu'il l'appelle, on va placer donc ces petits jetons et puis venir shipper les cartes. Quand je l'avais testé au Fige, j'avais testé à 4 joueurs, et en effet, c'était très interactif. Il n'était pas rare de se retrouver avec des jetons dans le vide parce qu'on n'avait pas réussi à choper la carte et que les deux joueurs avant nous l'avaient fait. Et ça, c'est pas rageant, ça fait partie du jeu, et c'est très chouette. Parce que sur la construction de tableaux, généralement, souvent, on a des jeux qui sont limités en termes d'interaction. Là, ici, Tir na Nog, il est parti dans l'autre sens, on s'est dit, c'est d'ailleurs Isaac Chalef et Jason Slingerland, ils se sont dit, non, attends, moi c'est bien, j'aime bien la construction de tableaux, mais j'improvise totalement ce dialogue. Mais j'aimerais bien qu'on interagisse et qu'on se foute un peu sur la tronche. Et bim, ça fait le job. J'ai joué ensuite à 2 joueurs. Il y a moins d'interaction. On va pas se mentir, il y a moins d'interaction parce que la grille est plus petite, il y a un trou au centre en plus. Donc ça marche aussi, attention, mais je le préfère un peu plus parce que finalement on perd un peu cet aspect interactif qui est vraiment réussi, je trouve, dans Tir na Nog. Voilà, donc Tir na Nog, c'est un jeu qui est adoré sur la chaîne Jeux en carton parce que il apporte quelque chose de nouveau dans ce système de tableau. Il apporte quelque chose de nouveau aussi dans son système de scoring parce que vous allez avoir des cartes, donc vous sélectionnez 3 cartes, une carte qui va en haut, en milieu, en bas, et vous en avez plusieurs dans la boîte, donc vous pouvez combiner de manière différente, donc vous avez vraiment une rejouabilité qui est assez forte. Je sais qu'il y a eu quelques critiques sur la rejouabilité, mais je les comprends pas nécessairement, parce que je sais pas qui parmi vous joue plus de 20 fois à son jeu qu'il a acheté. Si vous le faites, c'est très bien, ou peut-être que c'est rare, ou peut-être que c'est plus fréquent chez vous, mais très clairement, c'est pas la norme. C'est pas ce qui se passe le plus dans le foyer de quelqu'un qui achète un jeu. Donc quoi qu'il en soit, Tir na Nog, c'est un jeu qui est adoré, ça fonctionne, j'aime beaucoup le système de construction de tableau. Je l'ai pas dit d'ailleurs à la fin, il y a aussi tu scores en fonction des différentes couleurs, des différentes zones de couleurs adjacentes majoritaires. Voilà, celui qui a le plus de rouge adjacent va obtenir certains points supplémentaires en fonction du nombre de joueurs, puis le bleu, puis le vert, puis le jaune. Voilà. Et voilà les amis, elle était un petit peu plus longue que d'habitude, je vais peut-être couper des trucs, peut-être que ça passera. Bref, c'est pas grave, je regardais le timing. Désolé. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, il y avait des choses éclectiques et il y a des choses que j'étais ravi de découvrir. J'étais vraiment ravi de découvrir Super Mundi. Donc encore une fois, je vous le redis, intéressez-vous. Ouais, c'est mieux comme ça.
Et dites-moi ce que vous en pensez, si jamais vous y jouez suite à cette vidéo, je serais très curieux d'avoir vos retours, parce que moi vraiment je l'ai trouvé très très bien. Donc voilà, on se retrouve tout bientôt pour la suite de nos aventures, sur la chaîne Jeux en Carton. On se fait des bisous, on like, on subscribe, et voilà. Et à tout bientôt les amis. Bisous.